Ok, donc aujourd'hui on va se concentrer sur un sujet dans l'informatique et en particulier plutôt côté business, c'est-à-dire la disponibilité des sites web et en particulier pendant cette période de fête où il y a beaucoup de trafic, d'achat et donc de transactions. Alors on va commencer par cadrer un petit peu le sujet. Donc je vais me positionner sur on va pas dire un concurrent, mais un modèle open source de chat qui est open source au lieu d'aller sur celui de OpenAI. Donc on va pas aller sur ChatGPT. On va se placer dans le cadre du e-commerce, hein, par exemple. Les sites web. Donc Llama 2, c'est un modèle développé par Facebook et on va voir un petit peu comment il se débrouille. Bon, déjà, je parle en français, il me répond en anglais. Bon, c'est pas grave, on va s'adapter. Donc, je vais tenter de le faire parler en français. Et sinon, les réponses sont vraiment intéressantes. On va voir en combien de points il pense que... Voilà. Alors, c'est parti. Alors, trafic et vente accrue. Donc, pas de surprise, il l'a mis en numéro 1. Donc, hausse du trafic et donc du nombre de ventes. Par le mobile, le marketing, les réseaux sociaux, processus de paiement. Donc, oui, le paiement. Donc, si on passe par les sites web, voilà. Offre limitée, remise, excellente qualité du service client, volume élevé de demandes. Ok, donc nous, on va vraiment se concentrer. Bon, la réponse est bien. Hein. On va se concentrer là-dessus. Sur le premier point, trafic et vente accrue. Pendant la saison des fêtes, les consommateurs ont tendance à faire plus de courses en ligne, ce qui signifie que les sites d'e-commerce peuvent espérer une hausse du trafic des ventes. Ok, donc maintenant, on va se positionner alors, quelles seraient les conséquences pour un site de e-commerce si son nom de domaine expirait? Ça va être le sujet du jour. Hein. Donc là, pour l'instant, on est en phase de cadrage. Il a tendance à répondre. Ok. On va le laisser finir et on va le faire régénérer en français. Donc vous voyez, c'est pas exactement comme ChatGPT, le comportement n'est pas le même, mais c'est quand même de très bonne qualité. Ok. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas ce que je veux. Bon. On va se concentrer sur la version anglaise, ça va aller plus vite. Donc,
Donc, impact sur la réputation du business, impact sur les opérations du business, puisque voilà, ça va pas fonctionner normalement. Et voilà, c'est là le risque majeur. Donc en fait, les clients ne vont pas pouvoir faire leurs achats et donc ne vont pas pouvoir payer et donc ils vont pas faire leurs transactions. Autre conséquence, l'indexation sur les moteurs de recherche. Et puis le point 5, donc oui, perte financière, puisqu'on a perdu des transactions et certaines transactions ne sont pas forcément, on va pas forcément les refaire. Les clients ne vont pas forcément les refaire. Des fois, il y a des périodes très fermées. Ensuite, oui, difficultés techniques. Donc, problème, donc des liens cassés qui nous amènent sur des URL qui n'existent pas, des adresses mail qui ne fonctionnent pas, donc ça veut dire moins de support, et dégradation de performance de site web. Et encore une fois, impact sur la réputation du business. Là, après, ça devient vraiment dangereux. Donc, domaine squatting. Là encore, on retombe sur les problèmes de réputation. Et également des pertes d'opportunités qui donc peuvent s'assimiler à des pertes de revenus potentiels. Voilà, c'est ça. Donc on peut perdre des prospects ou des partenaires. Donc là on est plutôt pouce tiré vers l'avenir, mais ça veut dire qu'on peut potentiellement perdre des opportunités. Donc des conséquences sévères au business. Et donc il est essentiel de travailler, avoir un processus sur le renouvellement et la gestion de ces conséquences négatives. Ok. Hop. Ah, il me laisse pas. Ok, donc pour ce sujet-là, ok. Donc maintenant, on va voir ce que c'est que un nom de domaine. Ok. Alors, un nom de domaine est une adresse unique et identifie un site web ou un serveur sur Internet. C'est la partie du lien page web. Tape dans leur navigateur pour accéder à un site web. Les noms de domaine sont régis par le système, voilà, par les DNS, qui permet de traduire les noms de domaine en adresse IP. Et donc, unicité. Ensuite, ils disent que ça peut contenir des lettres, des chiffres. Une extension. Les sous-domaines. Ok. Ok. Donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment travailler sur cette partie-là. Et donc pour ça, on va aller se positionner sur un travail qui est fait, qui a été produit sur les noms de domaine dédiés à ça. Voilà. Et donc on va dérouler un peu ce processus pour les fêtes afin d'éviter éventuellement des expirations au moment le moins opportun de l'année, là où il y a le plus de transactions d'achat en particulier. Donc, dans le monde digital, avoir un nom de domaine qui expire a d'autres conséquences. Donc là, on revient sur le chat que j'ai fait tout à l'heure, sur Hugging Chat. Donc par exemple, disparition du site web, email non routable, perte de transactions et perte de recettes, éventuellement aussi de publicité, et la liste pourrait être longue. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, l'unique vocation de ce notebook, c'est de partager les données dans un domaine, dans un format facile d'accès, de tout préparer, et avec ces données, de faire du reporting et voir en masse les noms de domaine qui ont un risque d'expiration prochaine ou moyenne ou à long terme. Et puis après, faire quelques découvertes par curiosité.
et donc célébrer l'économie digitale. Voilà. Donc les ressources. Donc il y a eu pas mal de réalisations qui ont été faites par le passé autour de cette API en fait, puisque il y a une API qui nous permet d'interagir, qui est publique, hein, qui n'est pas en open data, mais il faut quand même s'authentifier. Donc une API publique qui permet d'interagir avec le site domaine.nc. Donc d'interagir en fait avec les données de ce site. Voilà, ici. Donc ça a fait l'objet de présentations au Talanoma 2022. On a l'API. On a une série d'articles dédiés à cette API qui montrent comment on peut valoriser cette API et qu'est-ce qu'on peut faire pour automatiser. Donc par exemple pour monitorer des GitHub Actions qui font que ça crée une issue automatiquement dès qu'on s'approche de la date de fin. Faire du reporting des tableaux de bord en masse ou pour un domaine particulier. Et également l'application mobile qui est très pratique. Et qui permet de rajouter en fait des reminders directement dans nos calendriers par exemple. Ce qui permet quand on s'approche d'avoir des alertes directement par exemple sur Google Calendar, sur notre univers Apple ou autre. Voilà. Donc c'est parti pour la partie data. Donc d'abord on va installer quelques briques essentielles, puis on va récupérer notre secret d'API pour pouvoir utiliser l'API, et ensuite on va partir dans la récupération des données. Donc comme vous pouvez voir, on va se connecter à l'API, et dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la liste de tous les noms de domaine. Voilà, donc ici, dans domaine.json. Et ensuite, tout simplement, je vais venir charger ça en base de données. Donc je vais créer une base de données. Hein. Ici, je crée ma base de données. Je crée ma table. Donc on a l'ID du domaine et l'extension. Et ensuite, je viens insérer directement en faisant un select de mon fichier JSON et je le charge directement en table. Je fais un petit coup de ménage derrière moi pour laisser les choses propres. Et donc voilà, ici, on a un aperçu de tous les noms de domaines qui sont aujourd'hui répertoriés ici. Donc en gros, si je vais ici et que je fais tous, voilà, donc en fait on a le contenu de cette page web, mais on l'a dans une table, donc c'est super pratique à utiliser. Là on a déjà fait la première partie. Ensuite ce qu'il va falloir faire, ça va être pour chaque nom de domaine, donc je vais revenir ici, expliquer le processus. Donc je vais revenir sur tous. Et pour chacun, donc par exemple, je vais faire 10-12, tiens, voilà. Je vais venir récupérer les éléments un par un et les charger dans une table. Donc voilà, et ça je vais répéter ça pour chaque nom de domaine. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Je viens récupérer les noms de domaine et pour chacun, je vais faire un appel à l'API et entre guillemets entasser ça dans un fichier CSV. Donc voilà, là c'est le travail qui a été fait. Au passage, vous noterez qu'on attend 4 secondes entre deux appels pour pas surcharger l'API. Donc c'est un job qui prend longtemps, mais qui est assez indolore côté API. Pas trop stressé ou pas dépasser des quotas qui ont été fixés par l'API. Donc là, vous voyez, on est dans la liste des A, on avance, et une fois qu'on a tout chargé, on peut enfin passer à la substantifique moelle, donc les noms de domaine, et on peut commencer à faire du reporting opérationnel et éviter, par exemple, des coupures de service. Donc là, par exemple, ce qu'on voit, c'est que je vais tout simplement faire mon select sur domaine détail,
je vais récupérer le top 10. Hein. Donc, le, pardon, les noms de domaine qui expirent dans les 10 prochains jours. Et je vais mettre en top de liste ceux qui vont expirer avant les autres. Donc là, par exemple, on a nautisme.nc. Donc je vais aller regarder ici. Donc, je vais aller regarder ça. Vérifier. Et là, on me dit date d'expiration, donc 2023-12-04. Voilà. Donc là, on retombe bien sur les éléments. Et aujourd'hui, nous sommes le 4. Donc là, c'est chaud. Il faut mener une action, sinon le nom de domaine va expirer. Donc vous voyez, c'est ceux qui sont en haut. Par exemple, celui-ci. Donc je reviens ici, je reviens sur le Wiz, et je vais vérifier. Pardon, hop. Date d'expiration, le 5. Et donc, oui, on est juste. Donc, vous voyez, c'est un outil super puissant pour s'occuper en masse des noms de domaine qui sont, entre guillemets, candidats à disparaître du web et donc perte de trafic, comme on a échangé. Donc là, c'est juste un extract. Donc, probablement, il y en a d'autres dessous. Et voilà. Donc ensuite, il y a d'autres catégories expirant dans moins de 50 jours. Donc là, après, bon ben voilà, hein, c'est la même philosophie. Donc, on commence par ceux qui vont expirer prochainement et la liste s'allonge. Donc voilà, ça c'est un exemple de reporting. On peut faire des tranches, etc., etc. Et se projeter avec faire des tableaux de bord, etc. Mais en masse pour tous les noms de domaine. La question qu'on pourrait se poser, c'est maintenant, donc depuis qu'on a accès aux données en masse, comment se répartissent les délais d'expiration. Donc là, en fait, ça va être très simple. On va récupérer le nom de domaine, le nombre de jours avant expiration, et on va afficher une courbe de distribution, et on va voir un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà. Donc vous voyez qu'il y a quand même un gros pic ici, et ensuite progressivement on descend. On voit qu'il y en a certains qui ont des délais d'expiration super confortables, super loin, mais pour autant il ne faut quand même pas oublier de les monitorer. Également comme requête entre guillemets amusante, c'est les domaines historiques tels qu'ils ont été récupérés. Donc voilà, 1996, on peut faire des requêtes, voilà, des noms de domaines historiques anciens qui font partie du patrimoine du web calédonien, on va dire. Également, on peut commencer à s'intéresser à l'activité, au dynamisme de l'économie digitale en Nouvelle-Calédonie, et donc on pourrait se dire que c'est corrélé au nombre de domaines créés par année. Donc pour cela, c'est assez facile. On va prendre par année, donc on a un champ date création, et puis on va compter. Et on va regrouper ça. Et donc là, c'est un affichage tabulaire. Mais on pourrait très bien imaginer une courbe. Et donc on voit que ça augmente régulièrement. Et donc ça peut être analysé pour voir un peu le dynamisme de l'économie calédonienne. On peut faire énormément de requêtes comme ça. Mais la nature aidant, on a souvent envie de faire des reports qui n'existent pas ou qui ne sont pas listés ici, puisque ce sont juste des illustrations. Donc il est important qu'on puisse exporter la base de données pour que ensuite on vienne faire les reportings qui nous chantent dessus. Donc là en fait on va exporter la base de données, tout simplement. Et également on va mettre à disposition des fichiers au format Apache Parquet. Voilà, donc Apache Parquet, c'est un format interopérable et c'est super pratique pour faire du reporting de manière efficace. Donc c'est très portable, c'est open source. Donc voilà, ça fait partie des formats qui sont supportés. Et également, ce que tout le monde aime bien, c'est des fichiers CSV faciles à intégrer. Donc là, on les met à disposition. Donc
délimité avec des virgules, avec des noms de colonnes, tout, et comme ça on peut l'importer dans n'importe quel système de reporting. Voilà, là on a fini l'exploration du notebook. On va aller se positionner. Donc en input, qu'est-ce qu'on a? En input, on a rien, si ce n'est un accès web à l'API. Donc ça c'est vraiment fondamental. Et en sortie, on a un certain nombre de fichiers. Donc premièrement, l'export de la base de données au format DuckDB. Et puis, comme promis, dans l'export, on a les fichiers Apache Parquet, et puis les noms de domaine, et puis l'export de la base de données classique. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va télécharger la base de données pour voir qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec, et on va faire un petit select comme ça. Donc je télécharge ma base de données, domaine-nc.duckdb. Je vais dans mon répertoire, voilà, ici. Oups. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette base de données? Puisque là, maintenant, on a une base de données. Donc, on voit qu'on a tous les domaines. Donc, oups. Voilà, donc on en a 6993. Et les détails. Donc déjà, on voit que les numéros diffèrent. On en a moins dans les détails. C'est parce que pendant le batch, il y a eu des loupés d'appels d'API, des erreurs. Donc, eh bien ça, on peut voir quels domaines sont passés à la trappe. Donc il faut être vigilant là-dessus. Donc par exemple, on va faire voilà. On va faire une requête vraiment sauvage. Et je vais aller chercher les noms de domaines qui ne sont pas dans le reporting détaillé. Hop. Donc là, ça veut dire qu'on a un petit trou dans la raquette. Voilà. Donc on a ces domaines-là qu'on n'a pas dans les détails. Donc ça, c'est problématique, donc il faudrait le retravailler. Voilà, ça c'est la première chose. Donc maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est voir, par exemple, dans les annuaires papier traditionnels, souvent on entend dire que ceux qui commencent par les premières lettres de l'alphabet sont mieux servis, remontent mieux, et que donc le nommage a une importance. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir voilà, on va aller voir comment ça se passe. Qu'est-ce que ça donne dans notre cas des noms de domaine, voir si c'est un annuaire comme un autre, entre guillemets. Donc, on va prendre, donc je pense que c'est ça, hein. On va voir. Ok, donc là ce qu'on va vouloir, donc voilà, hein, là on a fait, donc là il y a un petit abus. Ok, donc là maintenant dans first letter on a la première lettre du nom de domaine. Ok, on va compter. Alors, qu'est-ce qu'il dit?
Group by, ah oui, j'ai fait une petite coquille. Ok. On va les trier. Et donc, on voit que, alors si on fait l'ordre alphabétique, donc là on commence avec les lettres, hein, donc on voit il y en a quelques-uns qui sont numériques, mais sur le A et le B, c'est vraiment, A, B, C, c'est vraiment énorme. On pourrait même les mettre en valeur, comme ceci. Donc voilà. Là, on a un énorme trio, même un gros pool sur ABC. Et sur le S aussi, on est très haut. Donc voilà, ça c'est une autre chose. Également, on va aller regarder voilà, donc on a un champ DNS. Et on va aller voir un peu qu'est-ce que c'est. Donc là, en fait, on se rend compte qu'on a les DNS. Une liste. Alors des fois, il peut y en avoir 1, 3, 4. Donc là, par exemple, 1, 2, 3, 4. Donc vous voyez que plus on en met, plus on est sécure. Et on pourrait se demander, mais quels sont les DNS qui sont les plus représentés, les plus utilisés. Donc là, il y a des données qui ont été préparées. Et on voit qu'il y a une table ou une vue plutôt. Voilà. Donc là, on a tous les DNS en masse avec parfois des répétitions. Donc ce qu'on pourrait s'amuser à faire, c'est voir si on peut les regrouper. Bon, c'est des petits jeux. Hop. Hop. Et on va montrer comme ça. Hop. Petite coquille. Ok. Donc là, par exemple, si on voulait voir le top 10, les domaines les plus utilisés, bon, là c'est vachement restrictif. Le top 20. Voilà. Donc on est sur MLS, Lagoon, Canel, XLNet. Et puis voilà. Donc vous voyez, c'est super facile à utiliser. On peut faire plein de reporting. C'est extrêmement facile. Également, je vous avais dit qu'on avait d'autres formats d'export. Donc on va en visiter deux principaux. Donc on va regarder la partie, bon, on va faire la partie classique. Donc le fichier CSV avec les headers. Et bon, on va aller l'ouvrir. Donc domaine-header. Et on va voir si le fichier est vraiment clean. Donc s'il est clean, normalement, je devrais avoir un aperçu qui remonte très facilement. Donc je lui dis oui, il y a des headers. Et voilà. Donc mon fichier CSV est super facile à utiliser et donc à intégrer. Également, je vous avais promis le format parquet. Donc ici j'ai le fichier parquet. Donc on va aller dans la version détaillée. Domaine underscore détail.parquet. Et là je vais utiliser un visualiseur de fichiers parquet. Il en existe plein. Moi j'aime bien celui-là. Il est graphique. On peut faire du pivot, des agrégats. Donc c'est pour vous montrer que les formats sont vraiment extrêmement portables.
Voilà. Et on va voir. Voilà. Donc, par défaut, il y a plein d'outils qui existent et qui sont dédiés à utiliser ce format de fichier qui permet de faire du reporting de manière super rapide. C'est extrêmement léger. On peut pivoter, on peut faire des agrégats, plein de choses. Il n'y a pas de limite. Et vous pouvez les intégrer à des suites de reporting tierces. Et en fait, on peut également, par exemple, TAD permet de directement ouvrir des fichiers CSV également. Voilà. Donc le format parquet est optimisé, mais voilà. Donc ce sont des fichiers qui sont ultra portables. Donc ensuite on va passer, donc là on a fini pour la partie démo exploitation, puisque après c'est vos besoins, votre curiosité qui vont driver la chose. Voilà, donc je vous avais dit qu'on n'était pas exclusif. Il y a eu des petites erreurs lors de l'attaque de la consommation de l'API. Et donc ben voilà, là on a une erreur 400, donc ça veut dire qu'on ne va pas la voir dans les détails. Là on a une 408, donc la 408 pour rappel c'est too many requests, donc ça veut dire que sur le temps imparti 408 autant pour moi, ça veut dire que l'API n'a pas eu le temps de répondre, on a attendu et on est tombé en timeout, donc ça fait partie des choses qu'on voit ici. Une 502. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas à 100%, en tout cas pour l'instant. Voilà, donc on a fini la démo du notebook. Tout ça c'est possible parce que il y a une API qui est consommable. Et donc ben voilà, vous n'avez plus qu'à venir utiliser ces données qui ont déjà été préparées et puis prendre les mesures pour que les domaines n'expirent pas et ne disparaissent pas temporairement du paysage calédonien, avec les conséquences qu'on a citées plus haut. Voilà, ça clôt la démo du jour. J'espère que ça vous sera utile, et puis n'hésitez pas à donner du feedback ou des idées de reporting, par exemple sur des notebooks. Donc ce fichier prend pas mal de temps à être produit, donc je le relancerai peut-être prochainement, mais pas de manière très intensive. Donc voilà. Donc à vous de jouer pour utiliser ce fichier à bon escient. Et puis bonne fête de fin d'année et bonne exploitation de la data et bon data science. À bientôt.